nous avons en direct Monsieur Alpha Kola Baldé. Donc, il est de retour pour évoquer le contenu de sa thèse à paraître prochainement, intitulée Coup d'arrêt au coup d'État. Bonjour, Monsieur Baldé, et bienvenue de nouveau sur Film Dîner. Oui, bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci encore pour l'opportunité offerte. Merci encore une fois pour votre disponibilité, Monsieur Baldé. Allez, Lincoln Souma. Alors, Monsieur Baldé, hier, à la fin juste de l'interview, vous aviez juste évoqué une situation qui... Les différentes solutions. Hein. Oui, comme solution qui intéresserait beaucoup à travers le monde. C'est le fait que dans la plupart des pays africains, quand on met main sur un président ou en tout cas un homme providentiel, tout le système s'écroule. Ouais. Comment remédier à ça? Quelle solution finalement pour l'Afrique? Pour mettre fin à cette spirale de coup d'État. Très très bien, merci encore une fois. Alors, nous étions en train de survoler les 5 propositions qui sont contenues dans la thèse. Oui. Alors, si vous me permettez, je voudrais rebondir sur la question de la CEDEAO et du Niger en sautant sur la 5e proposition qui est la FIR, c'est-à-dire la problématique de la force d'intervention régionale. Oui. Vous savez, Aboubakar, la question du Niger attise toutes les passions et cristallise tous les débats. Le débat fait rage entre ceux qui soutiennent la position interventionniste de la CEDEAO et ceux qui s'opposent radicalement à cette démarche. La question est la suivante. Qui a raison et qui a tort? Aboubakar, pour répondre à cette question, nous devons nous poser une autre question. Oui. La question que nous devons tous nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui va dans l'intérêt supérieur du peuple de Niger, de la sous-région et de toute l'Afrique? Lequel des scénarios a des conséquences les plus néfastes pour la sous-région à court terme, à moyen terme et à long terme? Pour répondre à cette question pertinente, Aboubakar, et je pense qu'à travers la réponse à cette question, je vais satisfaire notre sœur Diaraï et tous ceux qui ont une certaine attitude d'objection par rapport à la CEDEAO, il est extrêmement important de comprendre 2 paramètres. Extrêmement important. Oui. Le premier est le suivant. En effet, le professeur Alexander Thorston, sciences politiques de l'Université de Cincinnati, qui a conduit des recherches approfondies sur les coups d'État, a classifié tous les coups d'État en 4 catégories. 4 catégories en fonction des réactions de l'opinion nationale et internationale. Écoutez très très bien ces 4 catégories et les conséquences qui en découlent. Cela va nous permettre de résoudre cette confusion autour du Niger. La première catégorie est celle de la position ferme, c'est-à-dire rejet ferme. Ainsi donc, une pression intense est exercée sur les auteurs du coup d'État pour qu'ils se retirent immédiatement et rétablissent le dirigeant démocratiquement élu. Dans ce cas, les puissances, qu'elles soient régionales ou occidentales, prennent une position intransigeante en faveur du respect de la démocratie et de l'ordre constitutionnel. Ça, c'est la position de rejet ferme. C'est la première catégorie. Oui. Et c'est ce que la CEDEAO semble prendre dans ce cas. La deuxième catégorie est celle de la position de rejet modéré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci implique que la destitution du dirigeant est tolérée, mais les auteurs du coup d'État ne sont pas autorisés à gouverner. Est-ce que vous suivez? Oui. Ça, c'est la deuxième position de rejet modéré. La troisième catégorie est celle de l'acceptation modérée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, la destitution du dirigeant, elle est tolérée et les auteurs du coup d'État se voient accorder une période de transition pour organiser un nouveau régime. C'est le cas de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Oui. OK? Oui. La 4e catégorie, c'est extrêmement important, 4e et dernière catégorie, est celle de l'acceptation ferme. Ici,
cela implique que le coup d'État est un fait accompli et que les auteurs du coup d'État sont acceptés comme étant les nouveaux dirigeants. C'est le cas actuellement. C'est ce qui a été le cas du Soudan et du Tchad. Maintenant, voici ce que ces études ont révélé. Ces études ont révélé que les deux dernières catégories ont toujours eu les conséquences les plus néfastes, non seulement pour le pays concerné, mais pour la sous-région en général et le monde par extension. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous prenez la dernière catégorie, ceux à qui on accorde cette liberté de s'éterniser au pouvoir, ils installent une dictature que seul un autre coup d'État viendra renverser. Il n'y aura jamais de démocratisation. Toutes les libertés seront bafouées, des conséquences politiques, économiques et sociales à ne jamais finir. Le cas actuel du Soudan nous en donne les preuves les plus éloquentes. Oui. Ceux à qui on accorde la deuxième catégorie de régime modéré, et ça se trouve être le cas de la Guinée, Mali et le Burkina Faso, oui. Au fil du temps, il a été également historiquement démontré que les auteurs de ces coups d'État se laissent entraîner par les sirènes de confiscation de pouvoir. Et donc, dans son étude, il a dit que pour la grande majorité, ceux qui se trouvent dans cette troisième catégorie ont trois destinations. C'est la prison, le cimetière ou l'exil. Est-ce que vous me suivez là? Oui, vous êtes à l'antenne et on vous prête une attention soutenue. Allez. Petite interruption, on va essayer de rappeler Alpha Coulibaly, très très intéressant ce matin. Je ne sais pas ce que vous en dites, Basekou. Dans un instant, donc on va le rappeler. Il était sur une très belle percée. Oui, en ce qui concerne les différents coups d'État, mais aussi leur catégorisation. Ouais. Surtout quand il parle des derniers cas, c'est-à-dire les coups d'État ont eu lieu dans les États africains, mais après, l'option qui est souvent privilégiée par la CEDEAO, c'est leur acceptation et ensuite les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir mettre en place une sorte de stratégie de retour à l'ordre constitutionnel. Ouais. Et dans la plupart des coups d'État qui ont été effectués ces derniers temps, en Guinée, au Mali ou encore ailleurs, ce qu'on a constaté, c'est que le coup d'État est perpétré, il y a eu des condamnations, mais après, il y a une sorte d'évolution du côté de la CEDEAO, la communauté internationale, qui finit par accepter les nouveaux maîtres comme les dirigeants. Ils finissent par accepter le fait accompli. Le fait accompli. Maintenant, mais quand il dit, parlant des trois pays qu'il a cités, la Guinée, le Mali et le Burkina, il dit que en pareille circonstance, trois destinations sont, en tout cas selon l'étude qu'il a invoquée, sont prévues pour les auteurs de ces coups d'État. Voilà, il est de retour, monsieur Alpha Coulibaly. Vous continuez votre explication. Oui, Aboubakar, vous me recevez? Oui, très bien. Alors, très très bien. Donc, je disais que pour ceux qui sont dans la troisième catégorie de rejet modéré, la majorité historique. Quelques soucis de liaison. Oui, vous continuez. Basekou. Je le disais que c'est une situation de fait donc qui est déjà accomplie et l'institution sous-régionale qui est la CEDEAO essaie de mettre en place avec les pushistes une stratégie de retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, c'est ce qu'on est en train de vivre en Guinée, au Mali et au Burkina. Maintenant, est-ce que c'est le même cas qu'on va observé du côté du Niger? Pour le moment, le coup d'État du côté du Niger n'est pas du tout accepté par la CEDEAO. La CEDEAO met en place en tout cas une sorte de stratégie pour amener les pushistes à rendre effectivement donc le pouvoir et à rétablir le président Bazoum, ce qui n'est pas le cas en Guinée, au Burkina, tout comme au Mali. Mais ce qu'il faut dire par rapport à la situation du Niger, Aboubakar Diallo, c'est une situation aujourd'hui qui est quand même incompréhensible, qui est difficile, parce que si la CEDEAO ne prend pas des mesures, des options diplomatiques et politiques assez fermes pour déloger les poussistes, c'est que la CEDEAO aujourd'hui se perd complètement et n'aura plus d'éléments
pour empêcher la survenue d'un autre coup d'État dans la sous-région. C'est vrai. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que la CEDEAO, il joue sa survie même. Mais absolument. Mais pendant ce temps, sa crédibilité, mais pendant ce temps, les putschistes aujourd'hui du côté du Niger sont en train de dérouler leur agenda, sont en train de mettre en place des mécanismes pour pouvoir contourner les sanctions internationales, les pressions financières aujourd'hui qui sont exercées sur le régime de Niamey. Mais avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, moi je suis convaincu que le CNSP finira par rendre le pouvoir. Je ne parle même pas d'opération militaire, mais pour le moment, ce qui est en train d'être fait sur le terrain, moi je suis convaincu bien qu'ils ne pourront pas résister longtemps à tout quelques cela. difficultés de liaison avec notre invité Alpha Kola Baldé. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Ce message d'Ali Macron qui est à l'écoute, il est très méthodique dans sa grille d'analyse, un régal pour l'esprit. Très honnêtement, voilà, c'est un politique qui épate par son sens élevé d'analyse, décryptage et tout son background. Je voulais apporter cette précision. Parmi les solutions qu'il a proposées comme coup d'arrêt au coup d'État, il parle de la mise en place d'une garde prétorienne indépendante. Hier, c'est lui mais aussi d'une force régionale. Oui, moi je veux parler de cette garde prétorienne indépendante. Je veux bien savoir comment il va mettre en place cette garde prétorienne indépendante, parce que si on prend le cas de la Guinée, de compter au colonel Mamadi Doumbouya, chaque président qui est arrivé a mis en place sa garde présidentielle, a mis en place des éléments. Donc c'est pas comment on peut mettre en place une garde prétorienne indépendante qui va résister au coup d'État et qui pourra être là pour notamment sauvegarder les intérêts de la nation, puisque c'est lui qui le propose. On entend bien de voir comment tout cela peut être possible, parce que les militaires qui viennent, qui prennent le pouvoir, s'en foutent de tout cela. Quand ils arrivent, ils suspendent la constitution, ils dissoudent le gouvernement et toutes les institutions. Donc quels que soient les efforts qui sont consentis, pour les militaires ça compte pas trop. Ce qui est important pour eux, c'est leur intérêt, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la sous-région. Bien, oui, Lincoln Talibé. Il y a des spécificités par rapport à tous les... Il est de retour, si tu permets, voilà. Il est de retour sur WhatsApp, si je m'abuse. Allez, monsieur Alpha Kola Baldé, vous parliez donc de la deuxième catégorie, la quatrième catégorie de coup d'État, et vous parliez de 3 destinations pour leurs auteurs. Tout à fait. Est-ce que vous me recevez là? Oui, nous vous recevons, oui. On va faire avec. Alors, très rapidement, je disais 4 catégories. C'est la première position, rejet ferme. La deuxième, rejet modéré. La troisième, acceptation modérée. Et la quatrième, acceptation ferme. Nous avons dit que pour l'acceptation ferme, c'est le cas du Tchad et du Soudan. Et ils vont exercer une dictature jusqu'à ce qu'un autre coup d'État les renverse. Historiquement, ça a toujours été le cas. Pour ce qui est de la troisième catégorie, ceux à qui on donne un temps limité d'organiser des élections pour organiser un nouveau régime, eux aussi, généralement, les sirènes de la confiscation du pouvoir finissent toujours par les hanter, et la grande majorité ont 3 destinations: la prison, le cimetière ou l'exil. Alors, encore une fois, nous avons montré que l'intérêt du peuple concerné, l'intérêt de la nation dans le sens de la stabilité politique, du développement économique, de la paix et de la sécurité même de la sous-région réside aux 2 premières positions, sur les 2 premières positions, à savoir un rejet ferme ou un rejet modéré. Alors, pour ce qui est du cas du Niger, je comprends parfaitement ceux qui ont ce sentiment panafricain, qui voudraient que voilà, c'est notre pays frère, donc il faut les soutenir, etc. Je le comprends. J'ai le panafricanisme dans mon sang. Et je m'estime être l'un des héritiers des pères de l'indépendance. Je comprends cela parfaitement. Oui. Je comprends aussi ceux qui disent que la CEDEAO est décriée. Et non, effectivement, je suis d'accord qu'il faut une réforme de la CEDEAO. Parce que je ne comprends pas comment se fait-il que ce soit la commission des chefs d'État qui décident de tout, comme si la CEDEAO n'avait pas un parlement qui aurait pu également participer dans ces débats. Je comprends tout cela. La CEDEAO, elle est décriée. Je comprends le sentiment anti-français qui est là, qui voudrait vraiment qu'il y ait plus d'autonomie, plus de responsabilité, et que les richesses africaines profitent aux Africains. Mais les problèmes de la vie se traitent par ordre prioritaire. Pour le cas du Niger, soyons très très clairs, sans ambiguïté.
l'avenir et l'intérêt du peuple du Niger, l'intérêt de la sous-région, l'intérêt de toute l'Afrique réside dans les deux premières catégories. Un rejet ferme, ce qui semble être la position actuelle de la CEDEAO, et donc demander à ce que le président démocratiquement élu soit rétabli dans ses fonctions, ou bien, si celui-ci ne peut pas être ramené à ses fonctions, mais quand même que les auteurs de ce coup d'État ne soient pas autorisés de gouverner. Ne reste pas en place. Est-ce que vous suivez? Ouais. Et donc, oui. Alors, ceci dit, ma position, elle est très très claire là-dessus. Elle est très très ferme. C'est une position de principe. On ne peut pas souscrire à une doctrine et renoncer à ses principes. Lorsqu'on se dit démocrate, on ne peut pas cautionner des attitudes ou des comportements antidémocratiques. Et donc, on peut soutenir, ceux qui veulent soutenir le peuple du Niger ne doivent pas confondre le peuple du Niger et la junte nigérienne. Soutenons le peuple du Niger, mais cautionner, accepter ce coup. Si ce coup réussit, je vous garantis que c'est la porte aux rébellions et c'est à la porte de la soudanisation de toute la sous-région. Il y a un autre aspect par rapport à cette thématique du Niger aussi qui est un aspect extrêmement important. Vous savez, il y a un historien qui disait, un historien français qui disait qu'en Afrique, l'ethnie n'explique pas tout, mais rien ne s'explique sans l'ethnie. Et donc, il y a une question, il y a une notion d'ethno-différentialisme qu'il faut tenir compte par rapport à ce qui s'est passé au Niger. Est-ce que vous me suivez là? Oui, bien sûr. Cette question d'ethno-différentialisme, c'est cette question qui risque aussi d'embraser toute la région et envenimer la crise du Sahel. Qu'est-ce que je veux dire par là, par cette question d'ethno-différentialisme? Vous savez, la problématique du Sahel, on parle souvent de l'insécurité, on parle du terrorisme. Mais en fait, le terrorisme au niveau du Sahel n'est qu'une surinfection des plaies ethno-racistes et raciales qui datent de longtemps, bien avant même la colonisation. Vous avez au nord les peuples touaregs et berbères qui sont traditionnellement dans le monde pastoral, et au sud, vous avez ce qu'on appelle le monde sédentaire. Et donc, la crise au niveau du Sahel, c'est la conséquence du partage de l'Afrique en 1884 lors de la conférence de Berlin, qui n'a pas tenu compte des réalités de constitution de nos peuples. Et donc, vous avez un groupement minoritaire de Touaregs qui se retrouve au sein des territoires majoritairement occupés par les sudistes, les Africains noirs. C'est le cas au niveau du Mali, c'est le cas au niveau du Niger, etc. Et ceux-là se sentent exclus et marginalisés dans le processus de gestion du pays. C'est pourquoi vous avez tous ces mouvements, si vous voulez, séparationnistes, qui demandent leur indépendance. Donc, cette rébellion-là, elle avait commencé au lendemain même des indépendances, parce que le premier soulèvement des Touaregs a été opéré en 1963. Et le premier soulèvement des Toubous du Tchad s'est fait en 1965. Donc, juste au lendemain des indépendances, parce qu'ils avaient voulu eux aussi récupérer leur territoire avant la colonisation. Donc, pour le cas du Niger, voici ce qui se passe. Depuis que le Niger est Niger, c'est la première fois avec Bazoum, le président Bazoum, que nous avons un président issu de cette communauté minoritaire qui se sent exclu de tout le processus de l'appareil politique. Et donc, c'est pourquoi, si vous observez, la crise, n'est-ce pas, sécuritaire au niveau du Niger, elle était moins que celle du Mali. Mais si on entérine ce que les putschistes ont fait au Niger, ça va encore communiquer le message comme quoi il n'a été enlevé que parce qu'il est issu d'une autre ethnie qu'on estime ne devrait pas être au pouvoir. Est-ce que vous me suivez là? Bien, voilà qui est très clair. On n'a plus qu'une minute, monsieur. Je vous le dis. Oui. J'ai entendu parler de cette notion de poursuivre Bazoum qui aurait trahi, etc., etc. Ces gens sont en train de se lancer sur un terrain qui va envenimer davantage la crise au Sahel. Parce que je sais là où ils veulent aller, mais ça serait attiser la haine raciale et ethnique. Bien. Et vous allez voir les conséquences de ça sur le Niger. Le Niger sera pire que le Mali
en matière de déstabilisation. Il faudra peut-être qu'il y ait une intervention comme celle qui a eu lieu lors de l'épisode de Berkane et autres, pour pouvoir arrêter cette avancée, cette aventure cette déferlante de Touaregs et de Berbères qui vont se constituer pour venir s'emparer du Niger et autres. Donc c'est pour dire quoi? Bien. Si nous voulons en 30 secondes, là, on est obligé de rendre l'antenne. Oui. La stabilité de cette sous-région, ce qui va dans l'intérêt du peuple du Niger, ceux qui disent qu'ils ont peur qu'il y ait des dégâts, etc., etc. La seule façon d'éviter cela, la seule option qui a le moins de dégâts, moins de conséquences, c'est de ne pas permettre à cette junte du Mali de gouverner. Parce que cela aussi, ça va communiquer un message aux autres pays en transition. Et parce que si on les laisse prendre, soyez rassurés qu'il y aura d'autres coups d'État dans d'autres pays. Et aussi, ceux qui sont déjà en transition seront renforcés dans leur volonté de pouvoir confisquer. Et bien voilà. Et donc, l'avenir de la sous-région, l'avenir de même de la démocratie. Permettez, je suis pour qu'on épuise toutes les voies et tous les recours diplomatiques nécessaires. Mais si cela ne marche pas, l'intervention militaire doit être sur la table, parce que parfois c'est la force qui arrête la force, c'est le feu qui arrête le feu, et c'est ce qui va être dans l'intérêt supérieur de la sous-région et de toute l'Afrique. Bien voilà, comme pour dire le fer contre le fer. Il ne reste plus qu'à vous dire merci M. Alpha Koula Baldé, très intéressant et inspiré. Franchement, voilà, nous saluons du passage votre culture générale. Grand merci surtout pour cette disponibilité depuis 2 jours. Vous ne dormez pas assez pour attendre notre appel et pour vous rendre utile à l'opinion. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Grand merci à Ibrahim Babin Diallo, Ibrahim Assila. Merci à vous qui nous avez suivis du côté du Sénégal. Bonjour spécial à la maman nationale Adjali Matoudalain Diallo. Prenez soin de vous. On sera là demain pour la dernière présentation, en tout cas pour ma précision, au cours de cette semaine. Au revoir.